Jean-François Dupaquet, bonsoir. Bonsoir. Auteur notamment de Politique militaire et mercenaires français au Rwanda, chronique d'une désinformation aux éditions Cartala. Est-ce que cette décision de la Cour d'appel de Paris marque un tournant dans cette affaire judiciaire vieille de près de 20 ans? Effectivement, c'est en 2007 qu'on a ouvert une information judiciaire. Ça fait donc 19 ans. On peut parler d'enlisement. Cet enlisement va s'achever avec ce désaveu donné aux deux juges d'instruction qui ont rendu cette ordonnance de non-lieu pour relancer une instruction qui a, on va dire, divergé. Il y a eu une sorte de stupéfaction générale lorsque le non-lieu a été annoncé au mois d'août de 2025, notamment des historiens. La France est un des pays du monde qui a le plus magnifique ensemble d'historiens, notamment sur l'Afrique. Jean-Pierre Chrétien, Vincent Duclerc, Hélène Dumas, Stéphane Audouin-Rousseau, etc. C'est une des richesses de notre pays et on est stupéfait, et ils ont été effectivement stupéfaits de voir qu'aucun n'a été interrogé par les juges qui se sont mis dans cette ordonnance à réécrire l'histoire du Rwanda, à prétendre que les historiens s'étaient trompés, qu'il n'y avait pas d'organisation du génocide, qu'il n'y avait pas de cette mafia du génocide qui s'appelle l'Akazu. Et on a dit, les juges ont écrit que l'Akazu n'existait pas. Oui, donc les parties civiles évoquent donc le rôle présumé de l'Akazu, ce premier cercle du pouvoir Hutu. Pourquoi ce réseau reste-t-il au cœur des accusations? Il faut d'abord dire que ce réseau avait une influence considérable, une influence documentée, une influence parfaitement connue des Rwandais avant même le génocide. Il faut se souvenir que ce réseau autour d'Agathe Habyarimana et de son frère Protais Irazo est considéré comme sans doute le responsable de l'assassinat de Dian Fossey, la célèbre primatologue américaine, assassinée sur le mont Karisimbi 9 ans avant le génocide. Donc les crimes de l'Akazu ont commencé bien avant le génocide et tout le monde au Rwanda craignait cette organisation secrète, mais finalement pas si secrète. Donc cette décision de la Cour d'appel de Paris signifie qu'Agathe Habyarimana pourrait désormais être mise en examen? Effectivement, on peut penser que les juges qui vont reprendre ce dossier, il y a une des deux juges qui a changé d'affectation, donc on va nommer une nouvelle juge ou un nouveau juge, ils vont devoir prendre en compte les observations de la chambre de l'instruction. Alors, on n'a pas encore ce document, cette ordonnance de la chambre d'instruction, mais on voit bien que les magistrats suprêmes dans cette affaire ont été eux aussi stupéfaits et effarés par les défauts rédhibitoires de cette instruction qui a négligé tous les éléments de preuve, qui a négligé non seulement les historiens, les journalistes, les Rwandais qui connaissaient parfaitement cette affaire. Par exemple, Christophe Mfizi, qui était le directeur de l'Office rwandais d'information pendant presque 20 ans et qui a dénoncé, avant le génocide, l'existence de ce réseau zéro signifiant zéro Tutsi, ouvertement. Alors la défense parle, elle, d'un dossier vide. Alors sur quoi reposent aujourd'hui les principaux éléments à charge contre Agathe Habyarimana? Les principaux éléments à charge reposent sur ses liens avec un groupe de mercenaires français dirigé par Paul Baril, ancien chef du GIGN et chef du service de sécurité de l'Élysée, qui s'est rendu au Rwanda pendant le génocide. Alors, on n'en a pas parlé, mais il faut savoir qu'il y a une instruction menée contre Paul Baril encore aujourd'hui, et que dans cette instruction, on parle d'Agathe Habyarimana. Elle est même soupçonnée d'avoir fait un voyage au Rwanda le 6 mai 1994 avec Paul Baril. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que ces deux instructions sont étanches. C'est-à-dire cette instruction où on parle d'Agathe Habyarimana dans le dossier Baril, elle n'apparaît pas dans l'instruction sur Agathe Habyarimana Kanziga. Et le nom de Baril n'est même pas prononcé dans l'ordonnance et il n'est même pas cité dans ces 19 années d'instruction. C'est quelque chose d'absolument stupéfiant. Mais plus de 30 ans après les faits, est-ce possible encore de faire émerger de nouvelles preuves et de nouveaux témoignages? Il existe des preuves. Il existe des preuves, comme le dénoncent les parties civiles, dans le dossier Baril. Ce sont des documents écrits. Par exemple,
une note de la DGSE du mois de septembre 1994, donc un mois et demi après la fin du génocide, qui estime que l'ACASU, donc ce réseau dans lequel Agathe et Abiamana jouent un rôle, est sans doute à l'origine de l'attentat contre l'avion qui a été le déclencheur du génocide, c'est-à-dire cet attentat où est mort notamment le président Abiyarimana. La France a longtemps été accusée de lenteur sur les dossiers liés au Rwanda. Cette relance judiciaire peut-elle apaiser une partie des tensions mémorielles entre Paris et Kigali? Non seulement les apaiser, mais même rehausser l'image de la France sur le plan international, parce que ça n'est pas une affaire franco-rwandaise, c'est une affaire internationale, c'est un génocide, c'est un crime d'État, c'est un crime imprescriptible. Et les palidonies judiciaires françaises dans cette affaire, comme dans d'autres d'ailleurs concernant le génocide des Tutsis, ça provoque un certain effarement dans le monde entier, en tout cas dans le monde occidental et en Afrique. Jean-François Dupaquier, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain.